Bonjour les parents qui cheminent. Aujourd'hui, un sujet délicat, celui de l'échelle de comportement dans les classes, avec cette espèce de code par couleur rouge, orange, vert, et puis en général des récompenses pour les enfants qui sont dans le vert dans les classes. Alors pourquoi je vous fais cet épisode? Il fait suite à un épisode que j'avais intitulé Puis-je critiquer la maîtresse? Qui reprenait exactement ce cas-là de l'échelle de comportement que m'avait apporté une maman lors d'une séance d'accompagnement individuel. Et on avait parlé de la difficulté d'en parler avec ses filles, c'est-à-dire avec cette posture qu'elle avait de pas vouloir aller contre ce que faisait la maîtresse, tout en étant parfois un peu gênée par le comportement en question. Et donc, dans cet épisode-là, on avait parlé du fait que parler de la difficulté de ce comportement ou de notre désaccord avec cette méthode était ou pas une façon de critiquer la maîtresse et si on pouvait le faire. Mais je vous avais également dit que je reviendrai sur ce système pour vous expliquer en quoi il allait à l'encontre des principes de l'éducation positive. Alors déjà, c'est intéressant de vous poser cette question vous-même, c'est-à-dire est-ce que ce système de gestion du comportement par des couleurs et des récompenses, il vous semble adéquat ou pas? Est-ce qu'il vous choque? Est-ce qu'il ne vous choque pas? Est-ce que vous le trouvez adapté? Est-ce que vous trouvez qu'il est efficace? Etc. Après, l'autre question, c'est est-ce que vous avez déjà lu, vu, entendu des contenus qui ont rapport avec l'éducation positive, qui parlent du système de récompense. En fait, en éducation positive, on cherche à se débarrasser des systèmes de punition et de récompense, c'est-à-dire des systèmes de contrôle externe. Donc, qu'on soit clair, le contrôle externe, correspond à toutes les méthodes qu'on met pour diriger le comportement des enfants en fonction de ce que nous, on va faire qui va leur arriver s'ils se comportent bien de la façon qui nous convient ou bien s'ils ne se comportent pas de la façon qui ne nous convient pas. Enfin, s'ils se comportent de la façon qui ne nous convient pas. Donc, typiquement, effectivement, vous avez bien compris l'idée des punitions, et ça, je crois que à peu près tout le monde aujourd'hui est clair sur les impacts de la punition. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce qu'il y a encore énormément de punitions en place, en l'occurrence dans les systèmes scolaires et dans les maisons, mais je crois que malgré tout, il y a quand même eu un progrès là-dessus. En tout cas, on fait attention au niveau des punitions, ça c'est sûr. Et puis, même si ces systèmes sont en place, c'est souvent un aveu, et peut-être que vous vous reconnaîtrez, et je suis désolée de le dire comme ça, mais si vous cherchez au fond de vous, c'est probablement comme ça que vous le vivez quand même. C'est souvent un aveu de je ne sais pas quoi faire d'autre. C'est souvent quand on est démuni qu'on voit des parents qui ont recours aux punitions parce que en fait, ils ont l'impression que c'est le seul moyen qu'il leur reste pour essayer d'avoir un peu de contrôle sur le comportement de leur enfant. C'est donc un contrôle purement externe. Et en fait, la récompense est également un contrôle externe. C'est bien, j'achète ton comportement. Si tu te comportes de la manière qui correspond à ce que j'ai envie que tu fasses, bah, dans ces cas-là, tu seras récompensé. D'accord? Tout ça, c'est du contrôle externe. Or, en éducation positive, on cherche à développer le contrôle interne, c'est-à-dire la motivation interne, les raisons pour lesquelles les enfants se comportent de telle ou telle façon par choix. Finalement, on fait beaucoup plus confiance aux enfants. On a beaucoup plus confiance dans le fait qu'ils n'ont pas besoin d'être dirigés pour se comporter de façon adaptée. C'est ça qui est intéressant quand même. Et pour moi, tout se résume dans certains mots de Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, qui disait en éducation, il faut toujours se poser deux questions. La première question, c'est quel comportement j'aimerais que mon enfant ait ou n'ait pas. D'accord? Ça, c'est une question que tout parent et tout enseignant et tout personnel scolaire se pose régulièrement. Mais pour lui, ça va avec une deuxième question qui est quelle motivation je veux que mon enfant ait pour faire ou ne pas faire ça. Et ça change tout. Parce que en réalité, la maîtresse dans la classe qui met en place cette échelle de couleurs par rapport au bon comportement ou pas des enfants, ce qu'elle voudrait, ce n'est pas que les enfants se comportent de manière adéquate pour avoir une récompense. Ce qu'elle voudrait, c'est que les enfants se comportent de manière adéquate parce que ils comprennent les vraies raisons de se comporter de manière adéquate. Par exemple, qui dérangent pas leurs voisins pendant qu'ils travaillent, qui soient pas en train de se lever et de faire du bruit et d'aller cogner le coude du voisin pendant la classe. Pourquoi on veut pas qu'ils fassent ça? Bah parce qu'ils apprennent à respecter l'espace de leurs voisins, à ne pas les déranger, etc.
Pas parce que sinon la maîtresse va les attraper et qu'ils vont se retrouver en rouge et qu'ils vont pas avoir leur récompense. En fait, c'est ça en fait la motivation. Nous, on veut chercher la motivation interne. Le problème de cette échelle de comportement, c'est que les enfants développent la croyance qu'ils ils se comportent d'une certaine façon seulement pour faire plaisir en fait, pour gagner les récompenses parce qu'il y a un référentiel externe. Et le message implicite, et ça a été montré dans certaines études sur justement les récompenses, c'est que le message implicite que toute personne reçoit, soit enfant ou adulte, quand on met en place des récompenses, c'est cette motivation externe, c'est que si on me donne une récompense pour faire ça, c'est que j'aurais aucune raison de le faire si j'avais pas cette récompense-là. Et donc, ça coupe toute velléité, toute naissance de comportement interne en fait. Ça s'est vu dans des tas d'expériences. Par exemple, on a pu faire des expériences avec des gens qu'on payait pour ramasser des déchets, typiquement. Bah, à partir du moment où on les paye plus, ils ramassent plus les déchets. Parce qu'on leur a enseigné au passage qu'il n'y a pas de vraie raison de ramasser ces déchets, que la seule raison qui pourrait les motiver, c'est d'être payé pour ça. Donc on a complètement tué tout embryon de motivation interne pour ça. Et moi, c'est absolument pas ce que je voudrais pour mes enfants. Ce que je voudrais, c'est que, certes, ça met un peu plus de temps. Pourquoi les adultes qui s'occupent d'enfants tombent régulièrement dans ces méthodes de contrôle externe? Parce que c'est souvent plus efficace pour créer un comportement rapidement. Malheureusement, c'est plus efficace à court terme, je le dis clairement, hein. C'est effectivement, c'est pas seulement que c'est plus rapide, enfin, c'est pas seulement que c'est efficace, c'est plus efficace à court terme. En revanche, ça l'est moins à long terme, parce que si on développe ce contrôle externe, cette motivation interne, pardon, externe pour faire quelque chose, et que du coup, ça marche vite, c'est-à-dire que vite l'enfant voit que s'il se comporte pas comme ça, il va être puni, grosso modo, eh bien, rapidement, il peut se mettre en place un autre comportement. En revanche, ce comportement-là n'est pas ancré pour les bonnes raisons. Et donc, on tombe très rapidement dans ce proverbe de quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est-à-dire que si on n'est pas là pour les surveiller, bah, le comportement, il n'est pas du tout acquis en fait, parce qu'ils ne le font que pour avoir la récompense. Donc il n'y a pas de raison de l'avoir, de suivre ce comportement, si on n'est plus là pour les contrôler. Donc on est en train de mettre en place une relation qui amène pas du tout nos enfants vers le développement d'un comportement pour les bonnes raisons et vers une autonomie. On est en train, au contraire, de semer les graines d'une relation qui doit de plus en plus être dans le contrôle et le pouvoir et la surveillance, etc. Donc c'est complètement à l'opposé de ce qu'on cherche à développer en éducation positive, où on est au contraire dans une relation de coopération, où les enfants agissent pour les bonnes raisons, et que on peut ensuite avancer ensemble et leur faire confiance, parce que c'est vraiment ça. Et donc ils ont également confiance en eux, parce que si nous, on leur transmet que nous, on a confiance en eux pour se comporter bien pour les bonnes raisons, eux gagnent en confiance en eux-mêmes parce qu'ils savent que quelqu'un leur fait confiance. Si en revanche, on ne fait que leur proposer de les acheter pour leur comportement, ben, on leur dit en fait, j'ai aucune confiance en toi pour que tu te comportes bien pour les bonnes raisons. Donc c'est vraiment triste. Voilà. D'autre part, dans cette échelle de comportement en classe, il y a, dans ce cas précis donc du système de récompense, parce que là j'ai parlé des récompenses de manière générale, mais dans ce cas précis, des couleurs de comportement en classe, on voit d'autres éléments qui sont assez malheureux. Parce que on n'est pas seulement dans la récompense individuelle, on est aussi dans la gestion du groupe. Dans la gestion du groupe, on se retrouve avec des enfants qui sont classifiés et un peu stigmatisés. Moi, par exemple, je me souviens d'une conversation avec un de mes fils il y a des années, quand il était en primaire et que il y avait une maîtresse qui avait un système comme ça, où il disait tel enfant, je sais plus quel est le prénom de l'enfant, appelons-le par exemple Lucas. Bah, tu sais, Lucas, maman, il se comporte très mal en classe. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait par exemple? Ben, et là, il s'est retrouvé sans voix. Vraiment, c'est-à-dire que il avait aucun exemple à donner. Je lui disais, mais comment, t'as pas d'exemple? Non, mais je sais qu'il se comporte mal parce qu'il est tout le temps dans le rouge. Et là, je me suis dit, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que cet enfant, par défaut, comme il est dans le rouge, alors il est probable que cet enfant ait eu effectivement des comportements qui n'étaient pas adéquats en classe, hein, c'est sûrement pour ça qu'il est dans le rouge, mais des comportements qui visiblement n'ont jamais dérangé mon fils, il a même pas compris lesquels, etc., puisqu'il ne savait pas dire
pourquoi Lucas se comportait mal. N'empêche qu'il avait quand même reçu ce message-là. Et donc lui-même avait un a priori sur Lucas qui était, tu sais, Lucas, il se comporte toujours mal parce qu'il est dans le rouge. Donc une fois qu'on a posé cette étiquette sur Lucas, à votre avis, il se passe quoi pour Lucas? Est-ce qu'il est encouragé à se sentir mieux ou est-ce qu'il est lui-même démotivé parce que de toute façon il est tout le temps dans le rouge, comme dit mon fils? Or, un des principes de l'éducation positive, c'est aussi que pour se comporter bien, il faut se sentir bien. Est-ce qu'on aide Lucas à se sentir bien et donc à avoir envie de se comporter bien? Bah, moi, j'ai un peu peur du contraire. Ça me fait penser à ce dessin animé, je ne sais pas si vous l'avez vu avec vos enfants, Megamind, où ce bonhomme-là avec la tête violette, il est tellement souvent rejeté pour ses erreurs, mis au coin, puni, etc., qu'au bout d'un moment, il se dit, bon, bah, si tout ce à quoi je suis bon, c'est d'être méchant, bah, je veux devenir vraiment méchant, grosso modo, hein. Et puis, il essaye de devenir le plus grand méchant de sa ville, ou je sais plus. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre une étiquette sur nos enfants. Et ça, c'est quand même dommageable, et pour ces enfants-là, et pour le reste du groupe. Parce que du coup, ça crée aussi une espèce de compétition dans le groupe. C'est non seulement l'enfant qui est dans le rouge, qui porte cette étiquette et qui risque pas tellement de s'améliorer, mais en plus, ça veut dire aussi que le groupe, de manière générale, se retrouve un peu partagé entre ceux qui sont tout le temps dans le vert et ceux qui sont tout le temps dans le rouge. Et donc une espèce de jugement de valeur, en fait, entre eux, hein. Il y en a qui valent mieux que d'autres en fait. Et ça apporte pas du tout la coopération, l'esprit d'équipe qu'on aimerait voir dans une classe. Et c'est lié à un dernier point que je voudrais soulever sur cette question précise de la couleur du comportement, c'est que en fait ça n'ouvre pas la vision euh, globale du fait que nos comportements ils dépendent des moments. En fait, on peut pas avoir une étiquette qui nous dit bah toi tu te comportes toujours bien ou toi tu te comportes jamais bien. En fait, on a normalement, si on est tous humains et tous, il y a des moments où on a des comportements qui sont chouettes et d'autres moments où on a des comportements qui sont pas chouettes. On est tous comme ça. Alors évidemment, en termes de quantité de moments où on se comporte d'une façon ou d'une autre, on n'a pas tous les mêmes, mais globalement, on a quand même le fait qu'on est humain et accueillir nos difficultés, nos erreurs et voir comment on va les améliorer, c'est beaucoup plus logique. Et puis accueillir le fait qu'on est tous différents, qu'on n'a pas tous les mêmes difficultés et qu'on va se soutenir et que c'est logique que on ait parfois du travail à faire, exactement comme le fait qu'il y en a qui auront peut-être plus de mal à apprendre à lire, bah il y en a qui auront peut-être plus de mal à contenir leurs émotions quand ça va être frustrant pour eux et qui du coup vont faire du bruit autour d'eux et déranger la classe. Et en fait, c'est un apprentissage. Est-ce que dans ces moments, est-ce qu'il nous viendrait à l'idée de dire que on va mettre les enfants qui réussissent plus ou moins bien en lecture dans des cases de rouge en continu, en appuyant sur le fait que ils arrivent pas à lire parce qu'ils ne sont pas au niveau qu'on attend d'eux à ce moment-là. Ben non, parce que ce serait absolument pas encourageant. On en est conscient de ça aujourd'hui, même si c'est encore quelque chose qui se fait hein, à travers les notes un peu plus tard. Quand même, de plus en plus, on évolue sur la compréhension du fait que c'est pas comme ça qu'on encourage. Et donc, quand la maîtresse vient à la fin de la journée poser une couleur qui résume toute la journée, ben on n'est pas dans l'ouverture du fait qu'il y a des hauts, des bas et qu'on fait tous de notre mieux. Vous voyez? Donc, voilà, ça fait tout un tas de raisons pour lesquelles je pense que ce comportement n'est pas du tout adapté. Et c'est vrai que je pense que les maîtresses qui cherchent à mettre ça en place, les enseignants de manière générale, garçons ou filles qui cherchent à mettre ça en place, hommes ou femmes plutôt, essayent, mettent en place une méthode. C'est-à-dire qu'en soi, on peut reconnaître qu'il y a une démarche derrière. Et à la fois, ça me fait un peu de peine de me dire que ces enseignants sont passés à côté du fait que ces systèmes-là sont pas du tout ne développent pas ce qu'on cherche à développer chez nos enfants, c'est-à-dire la confiance en soi, l'entraide, l'apprentissage, etc. Et donc j'entends la difficulté de la gestion de classe, bien sûr que je l'entends. Je suis déjà allée intervenir dans des classes et je vois la difficulté. Mais j'ai tellement envie de leur transmettre qu'avec un peu plus de patience, de co-construction, etc., les enseignants arriveront à des ambiances de classe qui sont tellement meilleures et tellement plus dans le soutien et l'entraide que ça vaut vraiment le coup, même si ça met un peu plus de temps.
Voilà, il me semble que j'avais encore un dernier point à dire sur ce sujet, mais je crois qu'il m'échappe pour l'instant. Je vais donc terminer ce podcast en vous demandant si tout ça vous parle et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour aller plus loin sur cet échange qui me semble toujours très intéressant. À bientôt!